Ce samedi matin de juin, je me suis réveillée avec une sensation étrange sur mon crâne. En portant ma main à mes cheveux, j'ai senti le vide. Mes cheveux avaient disparu. Complètement. Mon crâne était aussi lisse qu'un œuf. Sur ma table de nuit, un petit papier plié m'attendait. L'écriture soignée de Juliette s'étalait en lettres parfaites. Maintenant tu as l'apparence qui te correspond, vieille ridicule. Aujourd'hui, tu vas enfin servir à quelque chose en nous donnant notre héritage. J. Ah, mon cœur s'est arrêté. Mes cheveux argentés, ma fierté, avaient été rasés pendant mon sommeil. Juliette était entrée dans ma chambre avec une tondeuse et m'avait humiliée de la façon la plus cruelle possible. Le jour du mariage de mon fils. Je me suis levée lentement, mes jambes flageolantes sous le choc. Dans la salle de bain, le miroir m'a renvoyé une image que je ne reconnaissais pas. Ce crâne chauve, ces yeux hagards, ce visage vieilli de 10 ans en une nuit. 65 ans de vie, 33 ans de veuvage, des décennies à bâtir un empire immobilier avec mes propres mains, et voilà comment ma belle-fille me remerciait. Les larmes auraient dû couler. L'effondrement aurait été normal. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Au lieu de m'effondrer, j'ai senti une colère froide m'envahir, une rage méthodique que je ne me connaissais pas. Cette petite sotte de 28 ans venait de commettre une erreur monumentale. Elle ne savait pas encore à qui elle avait affaire. J'ai immédiatement appelé mon coiffeur personnel, Monsieur Laurent, qui travaille dans les plus grands salons lyonnais. Ma voix était calme, presque détachée quand je lui ai expliqué ma situation d'urgence. Il est accouru dans l'heure avec une sélection de perruques haut de gamme. En 60 minutes, j'avais retrouvé une apparence impeccable, même plus élégante qu'avant. Personne ne verrait ma humiliation. Mais pendant qu'il travaillait en silence, respectant ma dignité meurtrie, j'ai entendu des voix venant du salon. Hugo parlait au téléphone et sa conversation m'a glacé le sang plus sûrement que la découverte de mon crâne rasé. « Non, Valérie, je ne peux pas annuler maintenant. Tu sais bien que c'est juste pour l'argent. Dès que maman nous aura donné les 5 millions, on se débarrasse de Juliette et on part ensemble comme prévu. 5 millions d'euros. La somme exacte que j'avais prévu de leur offrir comme cadeau de mariage, fruit de toute une vie de labeur. Mon fils, mon petit garçon pour qui j'avais tout sacrifié, épousait Juliette uniquement pour mettre la main sur mon héritage. Et il avait une maîtresse nommée Valérie. Tu ne comprends pas, maman devrait nous donner l'argent dès la signature du contrat de mariage. Après ça, on n'aura plus besoin de faire semblant. Juliette aura servi à quelque chose pour une fois. Il riait. Mon fils riait en parlant de me voler et d'abandonner sa future épouse. Ma main tremblait en tenant ma tasse de thé que Monsieur Laurent m'avait préparée avec délicatesse. 33 ans à élever cet enfant seul, 33 ans à construire une fortune pour lui assurer un avenir, et voilà comment il me considérait. Une vache allait à traire avant de l'abandonner. Maman ne se doute de rien. Elle est tellement heureuse de me voir me marier qu'elle donnerait n'importe quoi. Et puis, à son âge, elle commence à perdre la tête. Parfait pour notre plan. Perdre la tête? Moi, Françoise Dubois, qui gérait encore activement un empire immobilier de 40 millions d'euros? Qui négociait des contrats complexes et supervisait une équipe de 50 employés? Cette remarque m'a fait plus mal que tous les cheveux rasés du monde. Monsieur Laurent a terminé son travail et est parti discrètement, non sans m'avoir glissé à l'oreille. « Madame Dubois, vous êtes magnifique. Qui que soit la personne qui vous a fait cela, elle vient de réveiller une lionne. » Il avait raison. Mais ce n'était que le début de mes découvertes. 1 heure plus tard, c'était au tour de Juliette de révéler sa véritable nature. Elle parlait avec une amie au téléphone, croyant que j'étais sortie faire des courses pour les derniers préparatifs du mariage. Je revenais justement de ma voiture quand j'ai entendu sa voix claire résonner depuis le salon. Quelque chose dans son ton m'a alerté. Ce n'était plus la voix douce et respectueuse qu'elle employait habituellement avec moi. C'était celle d'une femme calculatrice et froide. « Ma chérie, tu ne peux pas imaginer comme c'est facile. Cette vieille stupide va nous donner 5 millions aujourd'hui même. Dès que j'aurai l'argent, je demande le divorce. Avec un bon avocat, je récupérerai la moitié de la fortune familiale. » J'étais cachée derrière la porte de la cuisine, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Mes mains tremblaient en tenant mes clés de voiture. « Hugo,
Oh, ce pauvre idiot ne sait même pas que je connais son histoire avec Valérie. Il croit que je l'épouse par amour. Lui aussi veut divorcer dès qu'il aura l'héritage. On se sert mutuellement, c'est parfait. » Elle a ri, un rire cristallin qui m'a donné la chair de poule. Ce n'était pas le rire spontané d'une jeune femme amoureuse, mais celui d'une prédatrice satisfaite de son piège. « Tu aurais vu sa tête ce matin quand elle s'est réveillée chauve ? J'ai attendu qu'elle prenne ses somnifères hier soir, puis j'ai fait mon petit travail. Elle méritait cette humiliation, cette vieille bourgeoise prétentieuse. » Mon sang s'est glacé. Elle parlait de mon humiliation comme d'un jeu amusant, d'une plaisanterie de potache. Pour elle, détruire la dignité d'une femme de 65 ans était un divertissement. Le plus beau, c'est qu'on va la mettre dans une maison de retraite dès la semaine prochaine. Elle a signé tous les papiers hier soir pendant le dîner, en pensant que c'était des documents pour la donation. En réalité, elle nous a donné procuration sur tous ses biens. Mon cœur a cessé de battre. Les papiers que j'avais signés la veille, en faisant confiance à mon fils et sa fiancée, n'étaient donc pas ce qu'ils prétendaient être. J'avais cru signer des documents de donation, mais en réalité, j'avais signé ma propre mise sous tutelle. J'ai choisi les Jardins de Provence, tu sais, cette maison de retraite perdue dans la montagne. Visite limitée, communication surveillée, elle pourra croupir là-bas pendant qu'on profitera de sa fortune. Sa voix était devenue encore plus cruelle, savourant chaque détail de leur plan machiavélique. Dans un mois, cette vieille chouette sera enfermée au Jardin de Provence et nous, on se partagera ses 40 millions d'euros. Hugo prend sa part et file avec sa maîtresse. Moi, je prends la mienne et je pars vivre ma vraie vie en Australie. J'ai déjà tout préparé. 40 millions. Ils connaissaient le montant exact de ma fortune, jusqu'au dernier euro. Ils avaient fouillé dans mes affaires, épluché mes comptes, évalué chacun de mes biens. Ils avaient tout calculé, tout planifié avec une précision chirurgicale. Mon humiliation du matin n'était que le début de leur plan diabolique, la cerise sur le gâteau de leur vengeance. Et le plus drôle, elle pense encore qu'Hugo l'aime. Elle pense qu'il va prendre soin d'elle dans ses vieux jours. Cette pauvre femme n'a jamais compris qu'elle n'était qu'un portefeuille sur pattes pour son précieux fils. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Entendre ces mots dans la bouche de celle que j'avais accueillie comme une fille était plus douloureux que tous les coups du monde. Bon, je dois y aller. Il faut que je joue encore quelques heures la belle-fille reconnaissante. À ce soir, pour fêter notre réussite. J'ai rejoint ma chambre en silence, mes jambes tremblant sous le poids de la révélation. Mon fils et sa fiancée s'apprêtaient à me voler ma fortune et à m'enfermer dans une maison de retraite comme un meuble encombrant dont on veut se débarrasser. Mais ils ne me connaissaient pas vraiment. Ils allaient découvrir de quoi Françoise Dubois était capable quand on la poussait dans ses derniers retranchements. Assise dans ma chambre, encore sous le choc des révélations, les souvenirs ont déferlé comme une vague impitoyable. 33 ans plus tôt, Robert venait de mourir dans cet accident stupide sur l'autoroute A6 près de Mâcon. Un camion qui avait grillé un feu rouge. Hugo n'avait que 12 ans et moi, 32 ans, je me retrouvais seule avec un enfant à élever et une petite entreprise de construction en difficulté. Les premiers mois ont été un véritable cauchemar. Les créanciers de Robert réclamaient leur dû avec une insistance impitoyable. Les clients nous fuyaient, persuadés qu'une veuve ne pourrait jamais honorer les contrats signés par son mari. Les ouvriers eux-mêmes doutèrent de mes capacités à diriger les chantiers. Mais j'ai serré les dents, jour après jour, pour Hugo. Je me levais à 5 heures du matin pour étudier les plans, comprendre les devis, apprendre le jargon du bâtiment. J'ai travaillé 80 heures par semaine, dormant 4 heures par nuit, apprenant sur le tas le métier d'entrepreneur dans un monde exclusivement masculin. Les premières années, certains clients refusaient même de me serrer la main, préférant négocier avec mes contremaîtres. Mais j'ai persévéré. Chaque pierre posée, chaque contrat signé, chaque bénéfice réinvesti. J'ai transformé notre petite entreprise de construction familiale en un véritable empire immobilier. Dubois Immobilier est devenu, en 20 ans de labeur acharné, l'une des sociétés les plus prospères de la région Rhône-Alpes, avec des projets dans tout le sud-est de la France. Pendant ce temps, Hugo grandissait sans jamais manquer de rien. École privée Saint-Marc à Lyon, cours de piano avec les meilleurs professeurs du conservatoire,
vacances au sport d'hiver à Courchevel chaque février, camp d'été en Suisse, université de droit à la Sorbonne, appartement dans le 16e arrondissement parisien pendant ses études. Je n'ai jamais refusé une seule de ses demandes, même les plus extravagantes. J'ai même refusé 3 demandes en mariage d'hommes bien sous tout rapport. Pierre, un architecte renommé, Michel, un médecin veuf avec 2 enfants, et Jean-Claude, un chef d'entreprise prospère. Tous comprenaient de ma situation, tous aimaient Hugo comme leur propre fils. Mais j'avais peur que leur présence perturbe l'éducation de mon garçon, qu'il se sente abandonné ou négligé. À 45 ans, Hugo était devenu un avocat réputé, associé dans le prestigieux cabinet Moreau et associé à Lyon, spécialisé dans le droit des affaires. Il défendait de grandes entreprises, gagnait des procès importants, s'était fait un nom dans le milieu juridique lyonnais. J'étais si fière de lui, de sa réussite, de l'homme accompli qu'il était devenu. Puis Juliette est arrivée il y a 3 ans, comme un ouragan dans nos vies bien ordonnées. Au début, j'ai sincèrement essayé de l'aimer comme la fille que je n'avais jamais eue. Cette jeune femme blonde aux yeux verts, influenceuse sur les réseaux sociaux avec ses 100 000 abonnés, semblait rendre Hugo heureux. Elle était belle, cultivée, parlait 3 langues, avait étudié le marketing à l'ESCP. Tout semblait parfait. Mais petit à petit, j'ai remarqué des changements subtils et troublants. Hugo venait moins me voir, prétextant toujours un emploi du temps surchargé. Quand il venait, c'était invariablement accompagné de Juliette, qui monopolisait la conversation avec ses histoires de voyage, de collaboration avec des marques de luxe, de projets professionnels mirifiques. Elle critiquait subtilement ma décoration, mes choix vestimentaires, ma façon de recevoir. Toujours avec le sourire, toujours avec cette politesse empoisonnée qui rend la critique imparable. « Oh, Françoise, cette robe vous vieillit terriblement. Une femme de votre âge devrait éviter ces couleurs voyantes. Votre coiffure est tellement datée. Vous devriez moderniser votre look, suivre un peu les tendances. Cette maison est vraiment trop grande pour une seule personne. Vous ne pensez pas qu'il serait temps de songer à quelque chose de plus adapté à votre âge? Plus pratique ?» Hugo ne disait rien. Pire, il hochait même parfois la tête, approuvant les remarques de sa compagne. Mon fils, pour qui j'avais tout sacrifié, me laissait humilier sans broncher, sans jamais prendre ma défense. Le mois dernier, ils avaient évoqué le mariage et leur désir d'avoir des enfants rapidement. Hugo m'avait expliqué qu'ils auraient besoin d'aide financière pour acheter une grande maison à Caluire et Cuire et assurer l'avenir de leurs futurs enfants. « Maman, tu as travaillé si dur toute ta vie. Tu pourrais nous aider à démarrer notre famille dans de bonnes conditions. Nous pensons à 5 millions pour commencer. 5 millions d'euros. Une fortune pour la plupart des gens, mais une somme raisonnable au regard de mon patrimoine de 40 millions. J'avais accepté sans hésiter, le cœur gonflé de joie, heureuse de pouvoir contribuer au bonheur de mon fils unique. Comme j'avais été naïve. Comme j'avais été aveugle. L'après-midi touchait à sa fin quand j'ai fait la découverte qui a définitivement brisé mon cœur de mère. En cherchant un document dans le bureau d'Hugo, il m'avait demandé de récupérer son acte de naissance pour les formalités de la mairie, je suis tombée sur des papiers qui m'ont fait l'effet d'un coup de massue en pleine poitrine. Un dossier épais, soigneusement classé, contenait des brochures complètes sur les maisons de retraite de la région. Les jardins de Provence, effectivement, mais aussi 3 autres établissements. Les Pins d'Argent à Annecy, la résidence du Lac près de Chambéry et les terrasses de Bellevue dans les monts du Lyonnais. Chaque brochure était annotée de la main d'Hugo, de cette écriture que je connaissais si bien pour l'avoir aidé à former quand il était petit. Prix mensuel acceptable, 3 000 €. Isolement géographique parfait, 1 heure de Lyon. Visite limitée le dimanche seulement de 14 à 17 heures. Personnel soignant réduit les week-ends. Il avait même souligné au stabilo jaune la mention « communication téléphonique contrôlée par l'établissement ». Dans le même dossier, un document de procuration que j'avais signé la veille au soir en pensant qu'il s'agissait des papiers de donation pour leur cadeau de mariage. En réalité, ce document aux termes juridiques complexes me donnait à Hugo et Juliette un pouvoir total sur mes biens, mes comptes bancaires, mes décisions médicales et même le choix de mon lieu de résidence. J'avais signé ma propre mise sous tutelle en pensant offrir un présent d'amour à mon fils.
Mais le plus terrible était une série d'échanges d'emails entre Hugo et un certain docteur Moreau, psychiatre à la clinique Saint-Joseph de Lyon. Ils discutaient froidement de la possibilité de me faire déclarer inapte mentalement pour accélérer la procédure de mise sous tutelle. Ma mère montre des signes de confusion mentale de plus en plus fréquents. Elle répète les mêmes histoires du passé, oublie des rendez-vous importants, fait des achats inconsidérés et irrationnels. Hier encore, elle a acheté 3 robes identiques sans s'en souvenir. Tout était faux, évidemment. À 65 ans, j'avais une santé mentale parfaite et je gérais encore activement toutes mes affaires. Je dirigeais personnellement les réunions de direction, négociais les contrats les plus complexes, supervisais des projets de plusieurs millions d'euros. Mais Hugo fabriquait méthodiquement des preuves de ma prétendue sénilité, collectant de faux témoignages. La réponse du médecin était encore plus choquante. Avec les bons témoignages de l'entourage et un examen psychiatrique orienté, nous pourrions obtenir une mise sous tutelle dans les 6 mois maximum. Il faudra présenter un dossier solide devant le juge des tutelles. Mes honoraires pour ce type d'intervention sont de 20 000 €, payables en 3 fois. 20 000 €. Mon propre fils était prêt à payer un médecin corrompu pour me faire passer pour folle, me voler ma liberté et ma dignité. Dans un autre email, Hugo demandait même des conseils sur les médicaments à me faire prescrire pour accentuer les symptômes de confusion. J'ai trouvé aussi les véritables contrats de mariage, cachés derrière les versions simplifiées qu'il m'avait en montrées. Pas le régime matrimonial traditionnel qu'il prétendait avoir choisi, mais un régime de séparation de biens sophistiqué avec une clause particulière rédigée en petits caractères. En cas de divorce dans les 5 premières années, chaque époux conservait intégralement la moitié des donations familiales reçues pendant le mariage. Tout était calculé avec une précision diabolique. Hugo épousait Juliette pour récupérer les 5 millions. Juliette l'épousait pour la même raison. Ils divorçaient ensuite selon leur plan préétabli, se partageaient l'argent à parts égales et continuaient leur vie respective. Hugo avec sa maîtresse Valérie dans le sud de la France, Juliette avec sa liberté retrouvée et sa fortune en Australie. Et moi, j'étais destinée à finir mes jours enfermée dans une maison de retraite perdue en montagne, dépouillée de tous mes biens, privée de ma liberté, traitée comme une vieille femme gâteuse et démente par mon propre enfant. Le fils que j'avais élevé seul, à qui j'avais tout donné, qui projetait de me faire interner de force après m'avoir volé ma fortune. En refermant ce dossier de l'horreur, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Ce n'était plus de la déception ou de la colère passagère. C'était une détermination froide et implacable, celle qui m'avait permis de survivre au veuvage et de bâtir un empire. Ils voulaient jouer avec Françoise Dubois? Parfait. Ils allaient découvrir pourquoi j'avais réussi à transformer une petite entreprise de construction en ruine en un empire de 40 millions d'euros. Ce soir, à leur mariage de conte de fées, ils allaient avoir la surprise de leur vie. Le château de Montchat, niché dans les collines lyonnaises, avec vue sur la vallée du Rhône, n'avait jamais été aussi élégant. 300 invités triés sur le volet, des arrangements floraux blancs et dorés à profusion, un orchestre de chambre dirigé par un chef réputé, un menu gastronomique signé par Paul Bocuse Jr. lui-même. Le mariage parfait pour le couple parfait, celui dont tout Lyon parlerait pendant des mois. J'avais joué mon rôle à la perfection durant toute cette journée. Françoise Dubois, la mère comblée et généreuse, élégante dans ma robe de soie bleu marine Chanel et ma perruque si parfaitement ajustée que même mes amis les plus proches n'y avaient vu que du feu. Personne ne soupçonnait le drame de ce matin. Personne ne connaissait mes terribles découvertes de l'après-midi. Pendant la cérémonie civile puis religieuse, j'avais regardé Hugo glisser l'alliance en or blanc au doigt de Juliette avec ce qui ressemblait à de l'émotion. Mon fils était magnifique dans son costume 3 pièces sur mesure de chez Arnis. Elle était véritablement radieuse dans sa robe de princesse signée Elie Saab, un modèle à 15 000 € que j'avais payé sans sourciller. Il souriait aux invités, échangeait des regards tendres, jouait parfaitement leur partition. Mais je voyais maintenant la vérité derrière ces sourires calculés. 2 acteurs consommés jouant la comédie de l'amour éternel pour de l'argent. Les heures avaient passé lentement. Cocktail sur la terrasse, séance photo interminable, conversation polie avec les invités qui me complimentaient sur la réussite de mon fils et la beauté de ma belle-fille. J'avais souri, remercié,
accepter les félicitations, tout en sachant que dans quelques heures, j'allais détruire cette mascarade. Le moment que j'attendais est enfin arrivé pendant le dîner, entre le plat principal et le fromage. Traditionnellement, la mère du marié prend la parole avant le dessert pour porter un toast aux nouveaux époux. Hugo m'a tendu le microphone avec un sourire confiant et complice. Il pensait que j'allais annoncer ma généreuse donation de 5 millions d'euros devant tous les invités, scellant ainsi définitivement leur plan diabolique devant témoins. Je me suis levé lentement, prenant le temps de regarder chaque visage autour des tables magnifiquement dressées. Le cœur battant mais l'esprit parfaitement clair, j'ai commencé mon discours. Mes chers amis, ma chère famille, mes collègues, merci du fond du cœur d'être présents pour célébrer l'union d'Hugo et Juliette en cette soirée mémorable. Les applaudissements ont fusé spontanément. Juliette rayonnait, levant sa coupe de champagne dans ma direction. Hugo bombait le torse de fierté, certain de tenir enfin sa revanche financière. Avant toute chose, je voudrais partager avec vous une petite anecdote sur cette journée si particulière. Ce matin, je me suis réveillée avec une surprise tout à fait inattendue. Quelqu'un était entré dans ma chambre pendant mon sommeil et avait soigneusement rasé tous mes cheveux avec une tondeuse électrique. Un murmure de stupéfaction a immédiatement parcouru l'assemblée comme une traînée de poudre. Les conversations se sont arrêtées net. Juliette a pâli instantanément, ses mains se crispant sur sa serviette en lin. Cette personne délicate m'a laissé un petit mot charmant sur ma table de nuit, me disant que j'avais maintenant l'apparence qui me correspondait parfaitement et me traitant accessoirement de vieille ridicule. J'ai sorti le papier de mon petit sac du soir et l'ai montré aux invités de la première table. L'écriture soignée de Juliette était parfaitement reconnaissable. Mais le plus amusant dans cette histoire, c'est que cette même personne si attentionnée pensait récupérer exactement 5 millions d'euros aujourd'hui même. Elle ne savait pas que j'avais eu le plaisir d'écouter sa conversation téléphonique avec une amie, conversation où elle expliquait en détail son merveilleux plan de divorcer dans un mois précisément pour récupérer la moitié de ma fortune. Le silence était maintenant total et pesant. 300 personnes suspendues à mes lèvres, les serveurs figés avec leurs plateaux. Mon fils Hugo, lui, pensait être encore plus malin et stratège. Il compte épouser Juliette uniquement pour l'argent, puis partir immédiatement avec sa charmante maîtresse Valérie dès qu'il aura touché son héritage anticipé. Hugo s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. « Maman, tu dis n'importe quoi, tu perds la tête. » « Assieds-toi immédiatement, Hugo. J'ai des preuves enregistrées de toutes vos conversations. Mais ce n'est pas terminé, loin de là. » J'ai sorti le dossier complet trouvé dans son bureau et l'ai ouvert devant l'assemblée médusée. Figurez-vous que ces deux tourtereaux avaient également prévu de me faire interner de force dans une maison de retraite dès la semaine prochaine. Ils ont même contacté un médecin psychiatre corrompu pour me faire déclarer officiellement mentalement inapte, moyennant 20 000 euros. Plusieurs invités ont poussé des exclamations d'horreur. Certains commençaient déjà à sortir leur téléphone pour filmer ce qui devenait le scandale du siècle. Alors voici ma décision définitive et irrévocable. Juliette et Hugo, vous ne toucherez pas un centime de ma fortune. Les 5 millions d'euros que je comptais vous offrir seront intégralement donnés à l'association Emmaüs demain matin à la première heure. Juliette s'est effondrée en larmes. Hugo était devenu livide comme un mort. Et maintenant, profitez bien de votre lune de miel aux Seychelles. Elle sera très courte, puisque vous allez divorcer dans exactement 1 mois comme prévu. Ah, et Juliette, merci infiniment pour cette coupe de cheveux matinale. Tu m'as rendu un service absolument inestimable en me révélant qui vous êtes vraiment tous les deux. J'ai posé calmement le microphone sur la table et je suis sorti du château sous les regards ébahis et les murmures assourdissants de 300 personnes. 2 ans ont passé depuis ce fameux mariage qui a bouleversé ma vie. 2 ans qui ont été, paradoxalement, les plus beaux et les plus épanouissants de mon existence depuis la mort de Robert, 35 ans plus tôt. Hugo et Juliette ont effectivement divorcé 3 semaines exactement après leur mariage de rêve, respectant à la lettre leur planning secret. Mais contrairement à leurs calculs savants, ils n'ont absolument rien récupéré, ni l'un ni l'autre, puisqu'il n'y avait tout simplement rien à partager.
Leur plan parfait s'est écroulé comme un château de cartes. Hugo vit maintenant dans un modeste 2 pièces à Villeurbanne avec sa Valérie, qu'il a d'ailleurs quitté 6 mois plus tard, quand elle a définitivement compris qu'il n'était pas l'homme fortuné qu'il prétendait être. Sans mon argent, Hugo n'était plus qu'un avocat ordinaire avec des goûts de luxe mais des moyens limités. Sa maîtresse a préféré partir avec un autre homme, plus prospère et plus généreux. Juliette, elle, a dû retourner vivre chez ses parents dans leur petite maison bourgeoise de Mâcon, abandonnant ses rêves de gloire sur les réseaux sociaux. Ses abonnés l'ont rapidement oubliée quand elle n'a plus eu les moyens de s'offrir les voyages exotiques et les tenues de créateurs qui faisaient son succès. Aujourd'hui, elle travaille comme vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Moi, j'ai vendu la grande maison familiale de Lyon, celle où j'avais élevé Hugo, où j'avais pleuré Robert, où j'avais bâti mes rêves et mes illusions. Cette vente m'a libérée d'un poids énorme. J'ai acheté une charmante villa provençale, face à la mer Méditerranée, près de Nice, avec une terrasse qui donne directement sur les flots bleus. Chaque matin, je me réveille avec le bruit des vagues et le chant des mouettes. Mes cheveux ont magnifiquement repoussé, plus épais et plus beaux qu'avant, comme si cette épreuve les avait régénérés. Je les porte courts maintenant, dans une coupe moderne et pratique qui me rajeunit de 10 ans. C'est plus facile à entretenir et parfait pour mes nouveaux hobbies. Car oui, j'ai découvert la peinture à l'aquarelle. Qui aurait imaginé qu'à 67 ans, on pouvait encore révéler des talents artistiques cachés? Je peins les paysages méditerranéens, les ports de pêche, les marchés colorés de la région. Mes toiles se vendent étonnamment bien dans une petite galerie d'art local, tenue par une charmante dame anglaise. Rien d'extraordinaire certes, mais elles plaisent aux touristes et aux collectionneurs d'art naïf. J'ai aussi rencontré Roberto, un délicieux veuf italien de 69 ans, ancien chef cuisinier, qui possède maintenant un petit restaurant familial à Antibes, spécialisé dans les fruits de mer. Nous ne vivons pas ensemble. Nous sommes tous deux trop indépendants et habitués à notre liberté pour cela. Mais nous partageons de merveilleux moments 2 à 3 fois par semaine. Il cuisine divinement bien les spécialités italiennes et moi je lui enseigne le français correct en échange de cours d'italien et de recettes de famille. Mon empire immobilier de 40 millions d'euros? Je l'ai entièrement vendu à mes anciens associés qui rêvaient de racheter mes parts depuis des années. L'argent dort sagement sur plusieurs comptes bancaires sécurisés en attendant d'être distribué progressivement aux associations caritatives que j'ai soigneusement sélectionnées. Enfants malades de l'hôpital, Necker, femmes battues hébergées dans les centres d'accueil, personnes âgées isolées dans les maisons de retraite, tous ceux que notre société oublie un peu trop facilement. Hugo m'a écrit plusieurs lettres plaintives pour tenter de renouer contact et récupérer mes bonnes grâces. Mais il est définitivement trop tard. Il y a des limites sacrées à l'amour maternel, et il les a largement franchies le jour où il a voulu me faire passer pour une femme sénile. Nous nous sommes revus une seule fois, dans un café neutre du centre de Lyon. Il m'a présenté des excuses qui sonnaient complètement faux et a pathétiquement tenté de justifier ses actes par sa peur de me décevoir et par la pression psychologique exercée par Juliette. Je l'ai écouté avec la politesse que m'a enseignée mon éducation, puis je lui ai dit calmement la vérité. « Hugo, je t'ai donné la vie et j'ai entièrement consacré la mienne à te rendre heureux. Mais tu as délibérément choisi l'argent plutôt que l'amour maternel. C'est ton droit le plus strict. Maintenant, moi aussi je choisis. Je choisis de vivre enfin pour moi. » Il n'a pas insisté davantage. Au fond, je pense sincèrement qu'il était même soulagé de cette rupture définitive. Porteur le poids constant de la culpabilité et de la honte devait être psychologiquement épuisant. Aujourd'hui, en regardant la mer scintillante depuis ma terrasse ensoleillée, un pinceau à la main et Roberto qui prépare amoureusement un risotto aux fruits de mer dans ma cuisine, je me dis avec sérénité que parfois les plus grandes trahisons de la vie nous conduisent paradoxalement vers les plus belles libertés. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.